Bonjour et bienvenue dans les 4V à la Minc. Vous publiez donc ce dictionnaire amoureux du pouvoir avec Richelieu en couverture, c'est chez Plomb Grasset. Mais qu'ont-ils tous pour être amoureux du pouvoir comme ça ? C'est une névrose. Alors ça, c'est du côté des acteurs. Alors vous allez me dire, pour l'observateur, c'est une névrose aussi. Ouais. Pas vraiment une névrose, une très légère pathologie. Vous savez, la politique est le domaine où le théâtre humain est à son meilleur ou à son pire, mais où l'intensité est nécessairement plus grande que dans la vie quotidienne. Alors, vouloir exercer le pouvoir n'est pas un vice en soi, évidemment. De tout temps, les sociétés qui s'organisent ont besoin de se hiérarchiser, d'avoir des chefs. Et souvent, d'ailleurs, ils arrivent à nous séduire le temps de la campagne. Ça nous renvoie d'ailleurs au chapitre sur Jacques Chirac. L'art de la conquête n'est pas le pouvoir proprement parlé. C'est après que ça se gâte. Pourquoi ça se gâte après ? Ça se gâte parce que c'est difficile de gouverner. Ça se gâte parce que la société, après un moment de plaisir ou de bonheur à croire que tout est possible, se rigidifie à nouveau. C'est pour ça, en réalité, que quand on prend un système politique, en tout cas tel que le nôtre, c'est-à-dire une monarchie républicaine, ce qu'on a promis de faire... Une monarchie régicide aussi un peu. On aime le roi, puis on aime lui couper la tête. Oh oui, quand il s'agit de ne pas réélire, c'est pas la fin du monde non plus. En réalité, ça veut dire qu'on a 3, 4 mois, 6 mois pour faire tout son programme. On doit le faire tout de suite et ensuite on gère et on fait du cabotage. Si on l'a pas fait tout de suite, on est condamné éternellement au cabotage. C'est un peu désespérant quand même ce que vous dites là. Non, c'est pas désespérant, c'est la réalité. 5 ans, c'est pas lourd. Oui, mais vous pouvez tout faire en 4 mois. Ah ouais. Où est le pouvoir aujourd'hui ? Qui le détient ? Il est politique ? Il est économique ? Il est partout et nulle part, d'abord, le pouvoir. Ça, c'est une phrase du philosophe Michel Foucault et que je crois très juste. À la limite, il existe du pouvoir dans notre dialogue, ou en tout cas, on échange de l'influence. Le pouvoir, en réalité, il ne faut pas croire que le pouvoir politique, c'est un pont aux ânes de dire le pouvoir politique disparaît, ce sont les grandes entreprises, ce sont les marchés. Le pouvoir politique, il peut être très puissant sur des choses clés. Je vous en donne un exemple décisif avec lequel nous vivons tous les jours. En réalité, l'euro, c'est une création politique. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains, pendant des années, ont cru que ça ne marcherait pas, car pour les Américains, l'idée que le politique puisse s'imposer à l'économie était absolument iconoclaste. Or, le politique s'est imposé à l'économie. Donc, le politique a l'ascendant sur quelque chose essentiel, mais n'en a aucun dans la banalité du quotidien. Venons-en à la situation du pays aujourd'hui à la Minc. Vous avez plaidé ce week-end dans la Tribune dimanche, aux côtés de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, pour un gouvernement du camp des modérés. Alors déjà, pardon, mais Minc et Moscovici ensemble, au-delà de vos personnalités bien sûr, mais du point de vue des idées, est-ce que ça ne représente pas surtout le clan de ceux qui tiennent le pouvoir depuis des décennies ? Le système, comme dirait Marine Le Pen. Non, mais d'abord, chaque jour qui passe, Marine Le Pen et ses collaborateurs essayent d'être dans le système. Et la manière dont ils se comportent en est bien l'expression. Alors, votre question a un petit relent populiste, mais c'est la règle du jeu. Bien sûr que Moscovici et moi, nous appartenons d'une certaine manière aux élites, c'est une certitude. Mais la question, c'est que tout pays a besoin d'élites. Comment les forme-t-on ? On les forme par la naissance, par l'argent, par le mérite ou par le travail. À la limite, Moscovici et moi, qui sommes des enfants d'immigrés, on l'a fait par, disons, un travail scolaire convenable. Vous avez été brillant même scolaire pour les deux. Vous avez été un soutien affiché d'Emmanuel Macron et aujourd'hui vous dites « Je suis le vieil oncle acariâtre du macronisme ». Qu'est-ce que ça veut dire à la Minc ? Oui, ça c'est un clin d'œil. Non, mais c'est plus qu'un clin d'œil quand même. Non, c'est plus qu'un clin d'œil. Je pense que... Aujourd'hui, le devoir de Macron est de tout faire pour que Mme Le Pen ne lui succède pas. Or, je considère qu'il ne le fait pas. Pourquoi ? Il y a 30-35% de modérés en France. Si à la prochaine élection présidentielle, il y a 2 candidats modérés, un du côté macroniste et un du côté, disons, de la droite républicaine, ils ont de bonnes chances de ne pas être au 2e tour. Donc vous voyez la France à la face du monde avec un 2e tour, Le Pen-Mélenchon. Donc il faut un seul candidat des modérés. Pour qu'il y ait un candidat des modérés, il faut qu'ils gouvernent ensemble. Pour qu'ils gouvernent ensemble, il faut qu'ils soient appelés au gouvernement ensemble. Qui a le pouvoir de les appeler au gouvernement ensemble ? Et ça, c'est notre système institutionnel, le président de la République. Vous dites qu'il doit le faire maintenant ? Il doit le faire.
que ce soit maintenant ou dans 6 mois, ça n'a aucune importance, ça c'est de la tactique. Il doit le faire et dans l'accord de gouvernement qui devrait y avoir entre les partis macronistes, entre guillemets, et la droite républicaine, il devrait y avoir le principe de la désignation d'un candidat unique. Alors on peut dire, mais en 2022, il y avait 2 candidats modérés, l'un a fait 27 et l'autre a fait 5. Ouais. Valérie Pécresse, pour laquelle j'avais voté au premier tour. D'accord, mais vous enlevez l'Ukraine, c'est pas 27,5, hein. Ouais. C'est sans doute 22-12, et c'était même pas sûr qu'il soit au deuxième tour. Donc là, on joue avec des choses sérieuses, et ça devrait être son obsession du matin au soir. C'est quoi le problème d'Emmanuel Macron? C'est un problème d'ego? C'est un problème d'hubris? C'est quoi? Pourquoi on a l'impression que ça ne passe plus, y compris avec certaines de ses équipes? Il y a un grand papier dans le Figaro ce matin ou dans Libération qui explique que tous les directeurs de cabinet s'en vont dans les ministères. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a 2 aspects. Il y a d'abord le fait que Macron ne peut pas se représenter. Il a dit, je crois que c'est une funeste connerie, il a raison sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il aurait fallu le dire. Ouais. Mais il arrive qu'il n'ait pas de surmoi. À partir du moment où il ne peut pas se représenter, évidemment, les moineaux s'envolent. On ouvre la porte de la cage. Ce que je trouve un peu étonnant, c'est que là, on l'ouvre 3 ans et demi avant. Avant l'échéance. Pour le reste, je pense que Macron, dans son mode de gouvernement, n'a qu'un problème. Il a fait abstraction depuis le début des corps intermédiaires. C'est-à-dire que son dialogue avec les syndicats était extrêmement ténu. Dans sa vision, les syndicats sont destinés à négocier dans l'entreprise les salaires et les conditions de travail. Alors évidemment, quand il était en face de Laurent Berger, qui au nom de la vieille culture CFDT voulait co-gérer la France avec le pouvoir, ça ne pouvait pas marcher. Idem vis-à-vis des élus locaux. Aujourd'hui, chacun sait que le pouvoir est inquiet de l'idée, à mon avis totalement fausse, que le conflit du Moyen-Orient puisse être importé dans les banlieues. Mais au lieu... Vous comprenez son positionnement sur le conflit entre Israël et le Hamas aujourd'hui ou pas? Je pense qu'il a beaucoup bougé dans son positionnement. Je pense qu'il est, pour une part, obsédé par le risque d'importation de ce conflit. Et je voudrais vous dire une chose dont je suis intimement convaincu. Quand vous regardez l'Angleterre, vous vous dites que le système français, bien que brinque-ballant, fonctionne. En Angleterre, où la communauté musulmane est moins importante qu'en France, où la communauté juive est moins importante qu'en France, vous aviez 300 000 manifestants, pas tous musulmans, qui, pour une Palestine de l'océan au fleuve, ça veut dire la fin d'Israël. En France, vous aviez 20 000 personnes à la République, dont 15 000 bobos LFI. Donc le système français non communautaire, universaliste, il est quand même le moins mauvais de tous. Mais sa politique en Israël aujourd'hui, elle est guidée par la peur de fâcher, la peur de froisser une partie des banlieues, c'est ça ce que vous dites? Je pense que ça compte. Nos banlieues? Je pense que ça compte. Je pense qu'il craint l'importation du conflit. Et je pense qu'il manque à cet égard de confiance dans notre système qui me paraît avoir de vrais anticorps. Vous dites de Macron, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne veut être entouré que de gens qui l'écrasent. Il ne faut jamais oublier ce mot de Talleyrand à propos de Napoléon. Il ne supporte même plus l'approbation. Autre personnalité importante dont vous parlez dans ce livre, dans le chapitre « Le pouvoir de l'argent dans le monde des idées », c'est Vincent Bolloré, dont vous avez été très proche de Vincent Bolloré. Vous avez même présenté une émission sur sa chaîne de télévision à l'époque. Comment vous jugez son positionnement politique aujourd'hui à travers ces différents médias? J'ai travaillé 20 ans dans la sphère du business, dans la sphère des affaires avec lui, et j'ai mis fin à nos relations. Pourquoi? Au fond, à cause de vous, les journalistes. Je lui ai dit, à mes yeux, à moi, un journaliste est insupportable et irremplaçable. Toi, tu considères qu'ils ne sont qu'insupportables. Il manque le terme irremplaçable. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Notre rupture a été un peu sèche, mais je ne regrette pas du tout. Je pense que c'est une conception de la liberté différente que nous avons. Et dans ce bouquin, c'est le seul grand patron auquel je consacre un portrait spécifique. Pourquoi? Alors qu'il y en a d'autres que je connais encore mieux que lui. Parce que c'est le seul qui a un dessin idéologique. Les autres, ils peuvent être puissants, mais ils n'ont pas un dessin politique. C'est quoi son dessin? C'est vraiment de faire le jeu de l'extrême droite? Je ne sais pas si c'est faire le jeu de l'extrême droite. Est-ce qu'il fait le jeu de l'extrême droite aujourd'hui? Bien sûr qu'il fait le jeu de l'extrême droite. Bien sûr que sa chaîne de télé, il n'y a qu'à lire le JDD depuis qu'il a fait une chose qui, à mes yeux, est très grave. Un journal a un ADN. L'ADN d'un journal, c'est une expression de la liberté. Je n'aurais eu aucun problème à voir Bolloré racheter Valeurs Actuelles, injecter 200 millions d'euros et dire je l'amène à 200 000 exemplaires. Parce que c'est l'ADN de Valeurs Actuelles. Mais quand un journal a une espèce de culture de la modération, y mettre fin, c'est une cicatrice faite à la démocratie. Et quand vous lui avez dit attention Vincent, tu ouvres un boulevard d'extrême droite, il vous a dit merci, au revoir, c'est ça?
Non, non, c'est moi qui lui ai dit je ne veux plus travailler avec lui. Non, c'est moi qui ai dit merci, qui ai dit au revoir à Bolloré. C'est pas l'inverse. Et Cyril Hanouna, Comme je trouve que c'est assez snob, si vous voulez, j'y tiens. et Cyril Hanouna, dont on sait qu'il est très proche de Vincent Bolloré, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que c'est un homme de pouvoir, Hanouna? C'est pas un homme de pouvoir, mais c'est un homme qui a de l'influence. Il y a une grande différence entre le pouvoir et l'influence. Le pouvoir est hiérarchique, l'influence est diffuse. Bien sûr, vous aussi, vous êtes un homme d'influence. Eh bien, merci beaucoup, Alain Minc, non pas pour cette flatterie inutile à la fin, mais c'est pas une flatterie, c'est un constat. Dans les 4V. Je rappelle que vous publiez donc votre dictionnaire amoureux du pouvoir, c'est chez Plon Grasset. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.